Et si la véritable crise européenne n'était pas là où on l'attendait? Depuis des mois, une atmosphère de froideur s'est installée entre l'Europe et la Russie. Fini le temps des dialogues officiels et des accords à huis clos. Aujourd'hui, chacun campe sur ses positions, et les anciens partenariats ne sont plus que de lointains souvenirs. Pourtant, dans l'opinion, beaucoup ne mesurent pas, ou refusent même d'admettre, l'ampleur du bouleversement en cours. On se focalise sur les tensions visibles, mais c'est le silence entre les deux blocs qui change tout. La Russie, désormais imprévisible, bouleverse les équilibres. Et l'Europe, elle, semble désemparée, à la recherche d'une nouvelle boussole. Ce n'est plus seulement une question de politique étrangère, c'est notre économie, notre sécurité, notre quotidien qui se trouve fragilisé. Ignorer cette rupture, c'est risquer de voir l'Europe perdre son influence, sa cohésion, voire sa sécurité. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Quels événements ont mené à cette situation inédite, où le simple fait de se parler est devenu un enjeu? Pour comprendre, revenons sur les moments clés qui ont précipité cette rupture profonde entre la Russie et l'Europe. Il fut un temps où la Russie et l'Europe partagèrent des intérêts, tissaient des liens, échangeaient investissements et idées lors de sommets réguliers. À cette époque, chaque rencontre, chaque dialogue semblait rapprocher les deux mondes, poser les bases d'un avenir commun. On parlait d'opportunités économiques, de sécurité collective, de coopération énergétique. Moscou et les capitales européennes voyaient dans ce rapprochement une manière de tourner la page du passé, de dépasser les vieux réflexes de méfiance. Pendant près de 2 décennies, malgré les différences, la Russie faisait presque figure de partenaire, sinon de partenaire génétique, de l'Europe. Mais ce paysage a changé. Les incompréhensions ont grandi, alimentées par des crises et des malentendus. Les promesses de confiance mutuelle ont laissé place à la suspicion, puis à la méfiance ouverte. L'annexion de la Crimée en 2014 a marqué un tournant brutal. Les sanctions économiques, les tensions autour de la sécurité énergétique et les discours de plus en plus tranchés ont fait voler en éclats l'idée d'un partenariat durable. L'Europe, qui croyait pouvoir intégrer la Russie dans son ordre économique et politique, a découvert ses propres limites. De son côté, la Russie s'est repliée, renforçant sa tendance à l'isolement et à la défiance envers l'Occident. Oublier ce passé de coopération, c'est risquer de mal comprendre l'ampleur de la crise actuelle. Mais qu'est-ce qui a véritablement fait basculer la relation? Regardons le cœur du conflit. La rupture n'est pas qu'étrangère, c'est l'Europe elle-même qui se fragilise. En perdant la Russie comme partenaire, l'Europe se retrouve face à une zone grise. Il n'y a plus de véritable alliance, mais pas non plus d'opposition frontale. Résultat, chaque pays européen avance en ordre dispersé. Berlin hésite, Paris tente de dialoguer, Varsovie réclame plus de fermeté, et Bruxelles peine à imposer une voie commune. Les sanctions économiques, régulièrement renforcées, affichent une unité de façade. Mais leur efficacité est contestée, même au sein de l'Union. Pendant ce temps, la Russie s'adapte, trouve de nouveaux partenaires, alors que l'Europe absorbe le choc de l'inflation énergétique, les tensions dans ses chaînes d'approvisionnement et l'inquiétude de ses citoyens. Les divisions internes se creusent aussi sur la gestion de l'information. Fake news, désinformation massive, campagnes de propagande. L'incertitude monte, la confiance s'effrite et le doute s'installe dans les opinions publiques. Ce climat de défiance fragilise non seulement la cohésion politique, mais aussi la capacité de l'Europe à agir de façon coordonnée face aux crises internationales. Si l'Europe ne parvient pas à surmonter ces contradictions, elle risque de perdre en crédibilité, en ressources et en unité. Mais alors, si la situation semble bloquée, quel chemin s'ouvre pour l'avenir? L'Europe est à la croisée des chemins, subir ou rebondir. Face à la rupture avec la Russie, plusieurs scénarios se dessinent. D'abord, le risque d'un conflit gelé ou prolongé qui épuiserait les ressources et la patience collective. Ensuite, certains rêvent d'une normalisation, mais la réalité montre que même le dialogue reste bloqué, les mots n'ayant plus le pouvoir de calmer les tensions. Enfin, le spectre d'un éclatement interne plane. L'Union européenne,
déjà traversée par des divisions politiques, voit la polarisation s'accentuer entre pays plus conciliants et ceux qui réclament fermeté. Économiquement, la dépendance à l'énergie russe a forcé l'Europe à improviser. Les investissements perdus ne se remplacent pas du jour au lendemain, et l'adaptation aux nouveaux fournisseurs, comme les États-Unis ou l'Iran, s'accompagne d'incertitudes. On observe des hausses de prix, des industries fragilisées et une inquiétude qui gagne la population. La montée de l'insécurité, réelle ou ressentie, nourrit la méfiance et divise l'opinion. Certains voient dans cette crise une occasion de repenser leur modèle. D'autres redoutent la marginalisation face à des puissances comme la Chine. Des exemples à l'extérieur, comme l'Irlande qui s'inspire de programmes d'État pour assurer sa résilience, montrent qu'il existe d'autres voies. Mais le risque est réel. Si l'Europe ne se prépare pas, elle risque de s'enliser dans une crise longue, affaiblissant sa place sur la scène mondiale. Mais alors, concrètement, que peut faire chacun de nous, citoyens ou décideurs, pour agir face à cette incertitude? Face à la confusion, l'action individuelle et collective devient essentielle. Quand les relations entre la Russie et l'Europe s'effondrent, ce ne sont pas seulement les gouvernements qui subissent le choc, c'est chaque citoyen qui se retrouve face à l'incertitude. Dans ce contexte, rester passif ou mal informé, c'est risquer de devenir une victime collatérale d'un chaos international que l'on ne maîtrise plus. Alors, comment agir concrètement? D'abord, notre première arme, c'est l'information. Les crises génèrent une vague de désinformation, des narratifs qui circulent sans être vérifiés, des messages alarmistes ou partisans. S'informer, c'est prendre le recul nécessaire pour ne pas céder à la peur ou à la manipulation. Cela implique de croiser les sources, de ne pas se contenter d'un seul récit et de questionner ce qui semble évident. L'esprit critique, aujourd'hui, est un bouclier indispensable. Ensuite, il faut s'engager, même modestement, dans le débat public. L'Europe traverse des divisions internes révélées par l'absence de dialogue avec la Russie. Certains pays prônent la fermeté, d'autres la négociation. Ces débats traversent aussi la société. Élections, manifestations, discussions sur l'économie, la sécurité, la solidarité avec l'Ukraine. Participer, c'est refuser l'isolement et contribuer à façonner la société dans laquelle on veut vivre. Enfin, regardons les exemples de résilience autour de nous. Partout en Europe, des initiatives locales émergent pour s'adapter. Entreprises qui se réorientent, collectivités qui innovent, associations qui renforcent le lien social. Ces réponses concrètes montrent que l'adaptation est possible, à condition de ne pas rester spectateur. Car, au fond, ce qui est en jeu, c'est notre capacité à anticiper et à peser sur les changements, plutôt que de les subir. Il est temps de conclure et de retenir l'essentiel. L'histoire ne fait que commencer. Saurez-vous en être acteur plutôt que spectateur? Si on regarde les bouleversements récents entre la Russie et l'Europe, on comprend vite que ce n'est pas seulement une affaire de géopolitique lointaine. Cette rupture, elle nous touche au cœur même de notre quotidien, que ce soit sur la facture d'électricité, le prix à la pompe ou la confiance que l'on accorde aux institutions. Refuser de voir l'ampleur de cette crise, c'est risquer de laisser les divisions internes s'aggraver, de voir l'Europe s'enfermer dans ses paradoxes, hésitante entre unité et fragmentation. Ne pas agir, c'est aussi accepter que notre stabilité économique soit fragilisée, que notre sécurité politique dépende des choix des autres, ou que la voix de l'Europe sur la scène mondiale soit réduite à un murmure. Aujourd'hui, on voit bien que l'absence de partenariat avec la Russie ne fait pas qu'isoler Moscou. Elle met aussi à nu les failles européennes, difficulté à anticiper, à réagir collectivement, à défendre des valeurs communes. Certains, dans cette incertitude, préfèrent se replier, chacun poursuivant ses propres intérêts, comme on l'a vu avec les divergences sur les sanctions ou les réfugiés. D'autres voient là une occasion de repenser notre modèle, de se préparer à un monde où l'imprévisible devient la norme. Mais ce moment de bascule est aussi une invitation. Allons-nous juste subir ces transformations ou y prendre part? Rester passif, c'est renoncer à peser sur l'avenir de l'Europe et donc sur le nôtre. La crise actuelle, c'est un test de résilience collective.
Il est plus que jamais temps de s'informer, de débattre, d'agir, pour ne pas laisser filer ce moment critique et garder la possibilité d'influencer ce qui vient. À vous de choisir votre rôle pour la suite de l'histoire.